Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. This is Africa ambitionne donc de faire du numérique un levier de croissance et d'inclusion. Les acteurs et les décideurs africains veulent promouvoir une digitalisation durable qui valorise la culture africaine et renforce la place du continent dans l'économie mondiale. Le syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale entend déposer un préavis de grève prochainement. Ces agents réclament le paiement des indemnités de logement depuis 2022. Le gouvernement veut franchir une nouvelle étape dans la modernisation du secteur de la communication. 40 ans après, un nouveau projet de code de la publicité a été adopté en Conseil des ministres pour Bouna Manel Fall, juriste et spécialiste des médias. Il s'agit d'une très bonne initiative. Il y voit un cadre juridique plus adapté aux mutations du secteur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. La plateforme industrielle de Diamniadio s'est enrichie d'une nouvelle unité et qui s'active dans la fabrication de portes et de fenêtres pour le ministre de l'Industrie et du Commerce. Ce type d'investissement va contribuer à la baisse du coût du logement et à la promotion de la main-d'œuvre locale. Voici les explications de Serine Gueye-Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est au micro de Babacar Seng. Vous savez, souvent, quand les entreprises parlent Afrique, ils pensent que c'est des zones où on peut vendre ou produire des produits de moindre qualité que les consommateurs vont bien sûr acheter. Ici, il s'agit des standards les plus élevés en Europe, en Turquie, pour le Sénégal. L'autre chose qui m'a beaucoup aussi attiré mon attention, c'est la formation du personnel local. Vous savez, la meilleure façon d'aider le Sénégal, c'est d'investir et de former la jeunesse aux techniques les plus modernes. Tout ce qui nous manque, nous, au niveau du Sénégal, c'est des technologies modernes, des technologies industrielles, dans le domaine de la santé, ainsi de suite. Mais nous avons une jeunesse qui apprend très vite. Et là, le fait de recruter 80 jeunes dans un premier temps, 120 jeunes dans un deuxième temps, ça montre qu'ils sont dans la ligne même de notre gouvernement qui fait de la jeunesse donc son cheval de bataille et qui fait justement de la formation professionnelle son cheval de bataille. Le troisième aspect, c'est qu'est-ce que l'État doit faire pour eux. En réalité, si vous voulez protéger une industrie comme celle des portes et des fenêtres, mais d'autres secteurs comme la banane, comme des secteurs agricoles, les secteurs textiles, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est que le ministère de l'Industrie et du Commerce prenne des mesures de protection, des mesures fiscales, des mesures non fiscales, et également d'autres mesures pour éviter que des produits de moindre qualité et de moindre prix puissent venir compétir. Vous savez souvent... Porté par l'ambition de faire du numérique un levier de croissance et d'inclusion, This is Africa, la structure réunit les acteurs et décideurs africains autour d'une même vision, promouvoir une digitalisation durable qui valorise la culture africaine et renforce la place du continent dans l'économie mondiale. Les acteurs appellent le gouvernement à une réforme du système éducatif pour mieux s'adapter à l'ère du New Deal technologique. C'est un compte rendu signé Elisabeth Grastine et Mafalfal. Pour une digitalisation durable et inclusive, promouvoir la culture africaine, Justice Africa se veut un espace de dialogue entre acteurs, initiateurs et partenaires du numérique africain, avec pour ambition de tirer profit du digital au service du développement du continent. L'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue, de mettre en place un espace de discussion entre les acteurs, mais surtout d'ouvrir également la voie aux jeunes et aux femmes. Parce que nous prenons aujourd'hui une digitalisation portée par les jeunes et les femmes, deux populations incontournables qu'on doit inclure dans l'économie digitale pour justement pouvoir atteindre une digitalisation en fait durable et inclusive. Le PDG de On Africa Group estime que l'Afrique alimente depuis longtemps l'économie occidentale en ressources, tout en appelant à une réforme du système éducatif pour former des compétences locales adaptées à l'ère numérique. Mais au Sénégal, certainement, en tout cas, j'aimerais que les autorités sénégalaises
aide le système éducatif à changer de donne. On ne peut pas continuer à apprendre du Ladjor, vous comprenez, une histoire qui n'est même pas écrite par nous-mêmes. On nous parle qu'on a tué votre héros ici, on a exilé votre héros par là. On nous parle d'une philosophie occidentale, on nous parle de Karl Marx, on nous parle de Victor Hugo, on nous parle d'une littérature française, on nous parle de diplôme. Pour moi, un diplôme sans savoir, c'est absolument rien du tout. Il faudrait que l'éducation soit tournée vers une éducation de connaissance. La représentante du ministère de l'Éducation nationale a présenté un projet visant à former les enseignants aux outils du numérique et de l'intelligence artificielle. Oui, donc au ministère de l'Éducation nationale, nous avons un projet de former 105 000 enseignants en intelligence artificielle et en numérique dans l'éducation. C'est un projet qui est en cours, on a déjà démarré et on a déjà formé aussi 7 000 référents numériques en intelligence artificielle et en numérique. Donc pourquoi? Parce que comme on le dit souvent, on ne peut plus enseigner à nos enfants de la même manière qu'on nous a enseigné. C'est leur voler leur avenir. En 2 jours d'échange, Justice Africa pose les bases d'une transformation digitale inclusive, plaçant les jeunes et les femmes au cœur d'une Afrique tournée vers l'innovation et la création de valeur. Elisabeth Grace-Tine, je le disais en titre, le syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale décide de passer à une vitesse supérieure. Ses membres vont entamer prochainement un plan d'action suivi d'un dépôt de préavis de grève. Ils continuent d'exiger le paiement des indemnités de logement depuis 2022. Ces derniers estiment que le gouvernement doit respecter sa parole, comme établi dans le pacte de stabilité sociale. Voici les explications de Abouba Idé, le secrétaire général du syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale. Nous l'écoutons. Nous courons depuis 2022 sur ces indemnités-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a atteint le sommet. On ne peut plus attendre. Parce qu'il y a un pacte social qui a été signé, des engagements qui ont été faits par le gouvernement pour payer ces indemnités-là au deuxième semestre 2025. Mais jusqu'à présent, on n'a reçu aucun paiement. Donc, le syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale a concocté un plan d'action. Nous, avec notre centrale syndicale, UNSAS, nous allons d'abord vers une marche nationale, un sitting devant le ministère de la Santé. Ensuite, nous allons déposer un préavis de grève. Déjà même, nos collègues de Touba récemment sont sortis, de Tiawan pareil, de Richard Toll pareil, et ce sera ainsi de suite dans les EPS, pour exiger au gouvernement de respecter le paiement de ces indemnités de logement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, voilà son problème. Il refuse toujours de recevoir les syndicats. Parce que nous, on a écrit plus de 3 demandes d'audience. Jusqu'à présent, on n'a même pas reçu d'accusé de réception. C'est extrêmement grave. Pour un syndicat qui représente 80% du personnel. Vous écrivez votre ministre de tutelle, il ne vous répond même pas. Comment ce ministre alors peut régler le problème du personnel? Assemblée générale ordinaire des membres de l'association sénégalaise de normalisation, donc au menu présentation du bilan et des réalisations de la structure, mais également la présentation du plan stratégique 2025-2029 au nouveau, sauf donc un nouveau administrateur représentant du secteur privé a également été nommé. C'était en présence de Catherine Sigandour et de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Cette assemblée générale ordinaire a réuni plusieurs membres venus valider le rapport de gestion selon le directeur général de l'Agence sénégalaise de normalisation. Le rapport de gestion, mais également les états financiers de l'ASN, c'est également un moment d'échange avec nos membres qui sont les entreprises publiques, parapubliques, privées, les organisations patronales, pour échanger avec eux
sur les orientations que nous devons donner à l'Association sénégalaise de normalisation. Et cette année spécifiquement, nous en avons profité pour partager avec nos membres la nouvelle politique nationale qualité sur laquelle nous travaillons depuis quelques mois déjà. Le manque de ressources demeure l'un des défis majeurs auxquels fait face l'ASN malgré la contribution de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, je pense que le principal défi auquel l'ASN est confronté, c'est le manque de ressources. Je pense qu'on en parle très souvent. Il y a l'État qui contribue depuis la création de l'ASN parce qu'aussi, il faut le dire, nous avons une mission de service public, mais ce qui reste encore timide, c'est la contribution du secteur privé. Il y a nos membres qui contribuent via les frais d'adhésion et les cotisations annuelles, mais pour y remédier, nous avons mis en place un plan d'amélioration des ressources. À ce jour, plus de 700 normes nationales ont été élaborées et l'agence est présente dans plus de 16 comités, selon toujours le directeur général de l'ASN. Aujourd'hui, pour ce qui est de la normalisation, nous en sommes à plus de 700 normes nationales élaborées. Et notre participation à la normalisation internationale s'est accrue. Nous sommes présents dans les comités techniques de l'ISO. Nous sommes présents dans plus de 15 comités et même nous assurons même des secrétariats et nous assurons la présidence du comité pour les pays en développement, ça c'est au niveau de l'Organisation internationale de normalisation. Au niveau de ARSO, nous assurons la présidence du comité sur les matériaux de construction et nous sommes présents dans plus d'une dizaine de comités techniques. Une rencontre qui témoigne de la volonté de l'ASN de renforcer la culture de la qualité au Sénégal et accompagner les acteurs économiques vers plus de compétitivité. Journée de prière et de recueillement après la disparition de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Ses proches continuent d'exiger que la lumière soit faite suite à son décès. C'est Koudialo Astoumbaye. Un an après son décès, Mamadou Moustapha Ba reste toujours dans les cœurs des populations de Nioro. La journée d'aujourd'hui a reflété qu'il y a toujours de la tristesse dans les cœurs, parce que tous ceux qui connaissaient Mamadou Moustapha Ba savaient qu'il était un homme très social. La famille et les amis de Mamadou Moustapha Ba ont organisé une journée spéciale de prière pour lui. Les autorités religieuses sont venues massivement répondre à l'appel, contrairement aux autorités politiques. L'appel est lancé aux autorités politiques pour que lumière soit faite sur les circonstances de son décès. Nous, les populations de Nioro, particulièrement nous qui étions ses proches, ça nous fait vraiment mal de rester pendant un an sans aucune idée sur les circonstances de son décès. Et pourtant, il y avait une communication selon laquelle que ce n'était pas une mort naturelle. Mamadou Moustapha Ba est parti, mais jusqu'à présent, cela fait un an que personne n'en parle. liggéeyal na Sénégal loo xam ne waruñ ko seetaanee nii. dama bi tiis nañu lool ñu ngi sàkku daal si ñoom suñu ko mënee leeralal mu leer dina baax lool. Il demande beaucoup plus de rigueur sur cette affaire. nguur gi lan la ñuy seetaan. Pourquoi cette silence depuis lors? Il faut que cette affaire soit tirée au clair. Mamadou Moustapha Ba fait partie d'une famille religieuse et si les rumeurs sont vraies, tous ceux qui seront impliqués dans cette affaire ne vont pas vivre en paix dans ce monde. Mamadou Moustapha Ba était décédé le 4 novembre 2024 en France et inhumé à Nioro-Turup le 13 novembre 2024, laissant derrière lui un vide énorme. Le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation du secteur de la communication. 40 ans après la mise en place de la première loi, un nouveau projet nouveau projet de loi bien sûr du code de la publicité a été adopté en Conseil des ministres
Bruna Manelfal, juriste spécialiste des médias, salue cette initiative. Il y voit un cadre juridique plus adapté aux mutations du secteur. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est joint par Ney Alfal. Nous sommes vraiment satisfaits que ce texte ait pu passer le cap de la préparation administrative avec son adoption hier lors du Conseil des ministres. Il reste maintenant la phase d'approbation parlementaire parce que comme vous savez, un texte, une loi, c'est 2 étapes, hein. C'est une préparation administrative et une approbation parlementaire. Donc nous nous satisfaisons que la préparation administrative ait été achevée hier par cette adoption du texte en Conseil des ministres et nous attendons quand même une approbation parlementaire dans les meilleurs délais afin que ce texte-là, qui quand même remplit un vide juridique. Alors, sur le premier objectif, c'est-à-dire la suppression des régies publicitaires relevant des médias, nous avons pu quand même obtenir un statut dérogatoire pour les régies publicitaires des entreprises de presse. Et c'est fixé dans l'article 4, alinéa 2 du projet de loi sur la publicité. Alors, sur le second point d'intérêt, notre proposition de constitution en société coopérative des agences conseils en publicité a été également retenue et a été également fixée au niveau de l'article 6 du projet de loi sur la publicité. Le dispositif institutionnel, donc, tel que nous l'avons dans le nouveau dispositif juridique, fait apparaître 2 personnes morales de nature juridique distinctes à 2 niveaux. Au premier niveau, nous avons des régies publicitaires des entreprises de presse qui sont constituées sous forme de sociétés commerciales. Et à un second niveau, nous avons un outil collectif en la personne de la société d'agence conseil des médias, de toutes les entreprises médias maintenant, qui est constituée sous forme de société coopérative. Voilà, donc nous avons un dispositif à 2 étages. Au premier étage, nous avons les régies médias de toutes les entreprises. Chaque entreprise a sa régie média. Et nous avons maintenant au deuxième étage une société coopérative qui regroupe l'ensemble des régies publicitaires des entreprises médias. Absence du Premier ministre lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme s'interroge sur les conséquences de cette absence, le manque d'informations concernant la durée du repos annoncé également par Ousmane Sonko et interroge Denis Ndour. Donc, selon Denis Ndour, les autorités doivent éclairer la lanterne des citoyens sur ces questions. Denis Ndour, que je vous propose d'écouter. L'analyse froide que nous pouvons faire, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas malaise au sommet de l'État? Et c'est une question que l'on pose. Parce que de façon régalienne, quand même, si le Premier ministre n'est pas disponible, ça veut dire qu'il y a vacance de son poste. Et par conséquent, le président devrait prendre une décision pour désigner quelqu'un, pour assurer l'intérim le temps qu'il revienne, assurer un peu son rôle de Premier ministre. On a appris également qu'il avait demandé des moments de congé. Mais malheureusement pour nous, en tout cas citoyens, on n'a pas été informé des nombres de jours pour ces congés, des raisons des congés. On n'a aucune information. Tout ce qu'on a entendu, c'est que qu'il devait prendre des jours de congé. Donc, moi, je pense que c'est important que l'État, sa façon de fonctionner, s'adosse à notre façon de voir sur le plan juridique, c'est-à-dire que dit la Constitution, que dit les lois et règlements, pour que dans l'administration, depuis le sommet jusqu'en bas, que les choses puissent être respectées. Donc on est tous dans cette incertitude de savoir et malheureusement on n'a pas la bonne information. Et d'ailleurs, je pense que ceci ne répond pas du tout à la dernière à la loi récente qui a été votée sur l'accès à l'information. Donc je pense que quand même, ils doivent nous édifier pour que les citoyens puissent être informés. Donc d'écouter les explications de Denis Ndour. Le centre de formation judiciaire a organisé à Ziguinchor un séminaire de formation consacré aux procédures rapides et aux saisies dans le cadre de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Cette rencontre tenue en collaboration avec la coopération allemande à travers
GIZ a réuni une trentaine d'acteurs de la justice civile et commerciale du ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor. Souleymane Tidiko, le directeur général du Centre de formation judiciaire, il est au micro d'Azanba et de Daouda Samb. Le Centre de formation judiciaire organise aujourd'hui, avec l'aide de la coopération allemande, la GIZ, un séminaire sur un instrument essentiel de régulation de la justice civile et commerciale. Il s'agit de l'acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d'exécution, qui a été adopté en 1998. Cet acte a fait l'objet d'une révision le 17 octobre 2023 à la suite de difficultés qui ont été constatées dans le traitement des procédures de recouvrement et de voies d'exécution. Et cette révision était essentiellement dictée par le souci de renforcer la sécurité juridique, de faciliter les procédures de recouvrement et de voies d'exécution. Alors nous avons jugé nécessaire de réunir aujourd'hui tous les acteurs concernés, à savoir les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers de justice, pour échanger sur ces nouvelles dispositions, sur leur articulation avec les dispositions nationales concernant les référés, et tout ça dans l'optique de parvenir à une compréhension commune et harmonisée de ce cadre juridique. Ce que nous attendons de ce séminaire, c'est d'abord une compréhension commune, une discussion approfondie entre les principaux acteurs concernés, que je viens de citer, à savoir les magistrats, tous ceux qui interviennent de près ou de loin dans l'application de ces dispositions. Et bien entendu, cette compréhension harmonisée et commune permettra de renforcer le dispositif judiciaire et d'améliorer également le climat des affaires. Parce qu'en définitive, cet acte uniforme vise surtout à améliorer le climat des affaires, ce qui, comme vous le savez, contribue également au développement économique des États membres de l'espace ORA. Il n'y a pas de particularité propre au sud du pays. Ce sont des dispositions qui s'appliquent dans tout l'espace ORA, au-delà même du Sénégal. Donc il n'y a pas de particularité propre au sud du pays. Seulement, nous estimons que, compte tenu des difficultés qui ont été constatées, des divergences d'interprétation entre les différents acteurs, il est important de parvenir à une compréhension harmonisée, parce que la justice aussi doit fonctionner de manière compréhensible et accessible à tous les citoyens. La ville de Thiès engage dans le pavage de plus de 13 km sur l'avenue Caen. Il s'agit pour la municipalité de changer le cadre de vie de la ville. Babacar Diop va également aménager un jardin, des espaces verts. Objectif, faire de Thiès une ville sans soleil avec le projet de repeuplement des Caïcédra. Et c'est dans Alexandre Sen et Samafan. Babacar Diop pose des actes dans la quête de rendre Thiès l'une des plus belles villes du Sénégal. Il engage le pavage de l'avenue Caen. C'est largement à notre portée. Pour arriver à cet objectif, qui est de faire de Thiès la plus belle ville du Sénégal, la ville la plus heureuse du Sénégal, la première ville du Sénégal, il y a un axe qui est important, c'est ce que j'appelle le cadre de vie, qui reste la première vocation d'une municipalité. Nous devons avoir des espaces publics gratuits. Des espaces publics gratuits. À côté du pavage, des jardins et autres espaces qui répondent à un beau cadre de vie. Mais à côté du pavage, nous devons avoir des aménagements paysagers. C'est pourquoi aussi j'ai décidé de reprendre le jardin public qui est derrière et aussi de faire tout mon possible, d'accélérer les travaux pour qu'avant les fêtes de fin d'année, pour que ce jardin puisse être disponible. Le maire de Thiès invite les entrepreneurs à accompagner la ville dans la réalisation des travaux. Et pour y arriver, il nous faut plus de 2 milliards. Et donc c'est la première phase. Cette première phase qui commence aujourd'hui et qui tourne autour un peu moins de 500 millions. Et donc c'est la raison pour laquelle je lance les entreprises qui sont sur l'avenue Caen, les personnes de bonne volonté, les citoyens, en tout cas tous ceux qui peuvent contribuer, de venir participer à l'effort de développement de notre ville. Le chantier de pavage est scindé en 2 phases avec un budget global de plus de 2 milliards de francs CFA. Et puis au monde de sport, dans cette édition, Armor Football Club, on voit le jour à Diamniadio. Le club veut permettre à de jeunes footballeurs d'intégrer le monde professionnel. Le club français Stade Brestois est le partenaire d'Armor Football Club
Voici Aruna Diarra, il est le président d'Armor Football, le club. Il est au micro de Babacar Seck. Oui, donc le partenariat avec le Stade Bressois, c'est un partenariat déjà de construction. C'est à la base que les choses ont été déjà initiées. Dès le début du projet, le Stade Bressois était déjà partie prenante. Et ce qui nous lie, c'est que c'est un projet commun qui va permettre le développement des jeunes au Sénégal, avec de belles installations ici à Diamniadio, à The Ground. Et l'idée, c'est que dans ce cadre-là de ce partenariat, il y a également des techniciens détachés, donc qui vont venir apporter une expertise, également des moyens qui permettent à l'académie aussi de se développer et pour en contrepartie avoir des jeunes qui vont grandir d'abord chez nous, mais aussi peuvent aller se développer à Brest en passant par le centre de formation et pourquoi pas aller taper à la porte des équipes professionnelles. Bien évidemment, quand on fait de la formation de haut niveau, on vise aussi à avoir des internationaux. On en a déjà un aujourd'hui qui est avec l'équipe nationale U17. C'est notre attaquant Yamar Diagne, mais on vise aussi à en avoir d'autres. L'idée, c'est de développer vraiment la jeunesse, mais de faire en sorte qu'ils puissent aussi intégrer les équipes nationales. Tout ça va faire partie d'un mouvement de développement global du football sénégalais. C'était la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Abouba. Il est le secrétaire général national du syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale. À tout de suite.